Bonjour, alors je suis le professeur Saleh. Alors maintenant, je vais passer à la dernière partie de ce module qui est la mécanique du fluide. Alors comme vous le voyez ici, on va quoi? On va voir 4 chapitres. Bon, plutôt 3 chapitres. On va voir là. Bon, je vais commencer par une introduction générale sur la mécanique des fluides. Ensuite, le deuxième chapitre, la statique des fluides. Lorsque les fluides sont au repos, ils ne bougent pas. Et un fluide, je rappelle, c'est la matière à l'état liquide ou bien l'état gazeuse. D'accord ? Le chapitre numéro 3, la dynamique des fluides incompressible parfait. Ça veut dire le mouvement. Un fluide qui s'écoule, qui se déplace, incompressible, il ne se comprime pas, il est parfait, il n'y a pas de viscosité. D'accord ? Et si on a le temps, peut-être je vous parlerai des fluides réels. Les fluides réels qui sont compressibles. C'est quoi leur dynamique ? Alors, je vais commencer rapidement par la première partie, donc l'introduction, chapitre numéro 1. Alors, ici, vous avez les exemples. Ici, l'eau dans une barrage, c'est un fluide qui ne bouge pas, donc c'est un fluide au repos. L'eau dans une rivière, il bouge, donc c'est un fluide à l'état liquide qui est en mouvement. Ici, vous avez les gaz dans l'atmosphère qui se déplacent, donc c'est un fluide de mouvement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fluide ? C'est la matière, il n'a pas de forme, il s'écoule, si on lui applique une force, il prend la forme du récipient qui le contient. Alors, les exemples, vous avez de l'eau, vous avez de l'air, de l'huile, les métaux fondus. Les métaux fondus, ça veut dire à l'état liquide. La description d'un fluide, vous pouvez avoir une description à l'état macroscopique, c'est ce qui nous intéresse en fait, ce que nous pouvons voir, et il y a aussi une étude à l'état microscopique. Bon, ça c'est pas notre objectif, parce que là il faut faire un appel à des interactions à l'intérieur. Bon. Alors, quelques exemples dans le corps humain. Donc, vous avez bien évidemment l'oxygène. Tout le monde respire de l'oxygène. Il y a le sang qui s'écoule dans nos veines. Donc, c'est un fluide. Il y a la sueur, la salive, les urines, l'acide gastrique, et ainsi de suite. La mécanique des fluides, c'est quoi ? C'est une branche de la physique, c'est une science qui permet d'étudier les lois de l'écoulement d'un fluide. L'écoulement, ça veut dire le déplacement, le mouvement, la dynamique. Il est à la base de dimensionnement des conduites. Les conduites, ça veut dire là où le fluide se déplace. Les tuyaux et tout ça. Fluide et des mécanismes de transfert des fluides. C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements des fluides, c'est-à-dire les liquides et les gaz, lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Il comprend deux grandes sous-branches. La statique et la dynamique. La statique, ou bien l'hydrostatique, qui étudie les fluides au repos, qui ne se déplacent pas. La dynamique, qui étudie les fluides en mouvement. La mécanique des fluides a de nombreuses applications dans divers domaines, comme l'ingénierie navale, l'aéronautique, mais aussi la météorologie, la climatologie ou encore l'océanographie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, que nous vivons tous les jours. Alors l'hydrostatique, donc c'est un fluide au repos, vous avez l'exemple ici. L'écoulement, l'hydrodynamique, c'est le fluide en écoulement, il se déplace, vous avez de l'eau qui se déplace, vous avez de l'eau qui se déplace, des gaz qui se déplacent. Les définitions, un fluide parfait. En mécanique des fluides, un fluide est parfait s'il est possible de décrire ce mouvement sans prendre en contact les effets de frottement. Ça veut dire que pendant l'écoulement des fluides, il n'y a pas de frottement entre les particules à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la viscosité, il n'y a pas de viscosité. Donc c'est un fluide parfait. Par exemple, si vous prenez du miel, vous voyez que le miel il s'écoule difficilement. Donc le miel c'est un fluide très très visqueux, très très visqueux. Par contre, si vous prenez de l'eau il s'écoule facilement. Donc l'eau il est moins visqueux que le miel. Ça veut dire que l'eau c'est un fluide qui est presque parfait. Alors que vous le voyez ici, le miel c'est un fluide qui n'est pas parfait. Contrairement à un fluide parfait, donc un fluide parfait c'est ça, nous avons dit il n'y a pas d'effet de frottement. Contrairement à un fluide parfait qui n'est pas un modèle
pour simplifier les calculs, pratiquement inexistant dans la nature. C'est comme les gaz parfaits n'existent pas, les fluides parfaits n'existent pas en réalité. Dans un fluide réel, les forces tangentielles de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif des couches fluides sont prises en considération. Ça veut dire pendant l'écoulement des fluides, il y a les frottements à l'intérieur, donc qui empêchent le déplacement, l'écoulement facile de ce fluide. Ce phénomène de frottement visqueux, donc là, voyons, je parle de la viscosité, apparaît lors du mouvement des fluides. Un fluide incompressible, ça veut dire un fluide il est incompressible lorsque le volume occupé par une masse donnée ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Donc si vous exercez une force sur le liquide, il ne change pas le volume. Ça veut dire qu'il est incompressible, il ne se comprime pas. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides incompressibles. L'eau, l'huile, etc. Donc si vous prenez un verre, vous placez de l'eau ou bien de l'huile, vous placez un piston, vous appuyez sur le piston, est-ce que le volume il va changer? Non, il ne va pas changer. Pratiquement, il ne change pas. Par contre, si vous remplacez de l'eau par de l'air, eh bien, l'air il se comprime facilement. Les fluides compressibles, un fluide il est décompressible lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression. Les gaz, voilà, donc les gaz ils sont compressibles, les liquides sont incompressibles. Voilà. Donc le solide il est incompressible, le liquide il est incompressible, mais les gaz, on peut, si j'appuie sur le piston, il peut descendre jusqu'ici, ça veut dire on fait changer le volume. Donc les gaz c'est un fluide très compressible. Le liquide, c'est un fluide très très peu compressible, ça veut dire qu'il est pratiquement incompressible. Le solide, lui, bien évidemment, les liaisons elles sont très fortes, donc ça veut dire qu'il est incompressible. Les caractéristiques, il y a ce qu'on appelle la masse volumique. La première caractéristique, la masse volumique, la masse divisée par le volume. Alors, pour l'eau, la masse volumique, vous le savez, c'est 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire c'est 1 kg par litre. L'eau, si je prends un volume de 1 litre d'eau, sa masse c'est 1 kg, donc on convertit, on trouve 1000 kg par. L'huile d'olive c'est 0,918 10 à la puissance 3, le mercure, l'air et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça c'est les liquides, ils sont pratiquement incompressibles. Ça c'est les gaz, ils sont très compressibles. Vous voyez que la masse volumique elle est très faible ici. La masse volumique elle est très très faible. 0,001, 0,0000. Par contre là c'est très grand. Le poids volumique, le poids volumique c'est tout simplement la masse volumique fois G. M sur V c'est la masse volumique fois G. G c'est l'accélération de l'apesanteur. C'est à peu près 9,98, 9,81 ou bien 10 mètres par seconde carré. D'accord? Donc, dans les exercices, on peut vous donner la masse volumique ρ, on peut vous donner le poids volumique. C'est quoi le poids volumique? C'est tout simplement la masse volumique fois G. La densité, c'est quoi? C'est la masse volumique des fluides par rapport à la masse volumique de référence, des fluides de référence. Alors, si vous avez le liquide, la référence c'est l'eau. Si vous avez l'air, si vous avez un gaz, la référence c'est l'air. D'accord? Dans le cas des liquides, on prend l'eau comme référence, donc on prend ici la masse volumique de l'eau, qui est égale à 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Si vous prenez un fluide gazeux, de l'oxygène, de l'azote, vous remplacez ici par la masse volumique de l'air. Et la masse volumique de l'air, c'est combien? L'air, vous prenez 0,0012 à la puissance 3 kg par mètre cube. Donc, ça c'est la densité, c'est quelque chose qui n'a pas d'unité, puisque c'est le rapport de deux masses volumiques, donc c'est quelque chose qui n'a pas d'unité. On appelle ça la densité d'un fluide. Donc, si vous avez le liquide, vous divisez par la masse volumique de la référence, et la référence c'est l'eau. Si vous avez un gaz, vous divisez par la masse volumique de la référence, et la référence c'est quoi? C'est l'air. Attention. La viscosité, donc l'eau il s'écoule très très facilement, il n'est pas visqueux. Le miel il s'écoule très difficilement, il est très visqueux. L'huile d'olive il s'écoule entre les deux, pas très facilement, pas difficilement. Donc on peut dire que la viscosité du miel il est très grande devant la viscosité de l'huile, qui est encore grande devant la viscosité de l'eau.
La viscosité, c'est une grandeur qui caractérise les frottements internes des fluides, autrement dit sa capacité de s'écouler. Il caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'il est soumis à l'application d'une force. Voilà. Donc, retenez que l'eau, il s'écoule très facilement, il n'est pas visqueux. Le miel, il s'écoule très difficilement, il est très visqueux. Visqueux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le retient. Il y a les forces à l'intérieur qui retiennent les plans atomiques, les couches, les atomes et tout ça de se déplacer. Donc, voilà, c'est la viscosité, c'est les frottements internes. Voilà, donc ça c'est pour faire un peu le modèle de... bon, ça c'est pas la peine. Bon, ici on parle de deux viscosités. Il y a... Alors ici c'est le fluide qui est en écoulement. Donc, la vitesse n'est pas constante à l'intérieur. Ça c'est la partie intérieure, c'est la partie supérieure. Ça c'est la verticale. Et donc ici, vous voyez que la vitesse, elle augmente. Au fur et à mesure, on monte vers le haut. Ici, la vitesse est pratiquement égale à 0. Ça veut dire la particule, le fluide qui se trouve sur la partie inférieure, et pratiquement il ne bouge pas. Au fur et à mesure qu'on monte, la vitesse devient plus grande. Et sur la surface libre, la vitesse elle est très grande, c'est vide. D'accord? Et donc, la variation de la vitesse par rapport à Z, delta V divisé par delta Z, on la prend ici, on la multiplie par la surface de la plaque, et ceci est proportionnel à la force appliquée, au fluide, la force qui le fait déplacer à la position Z, bien sûr. Et bien sûr, coefficient de proportionnalité, on l'appelle mu. Et ce mu-là, il s'appelle la viscosité dynamique. Donc F, c'est la force de glissement entre les couches. S, c'est la surface de contact entre les couches. Delta V, c'est la variation de la vitesse par rapport à Z. Et donc, ça fait mettre en proportionnalité un facteur qui s'appelle la viscosité dynamique. Il s'exprime en quoi? En kilogrammes par mètre par seconde. Et vous avez les exemples de quelques ordres de grandeur. Alors pour l'eau à 0 degré C, voici la valeur, c'est 1,787 10 moins 3 pascal fois seconde. Pascal. Ben, pascal par seconde, on peut voir que kilogramme par mètre par seconde, c'est aussi un pascal par seconde. Voilà, donc 1 pascal fois seconde, c'est ce qu'on appelle un pascal fois seconde, c'est ce qu'on appelle un poids seuil. Un poids seuil, c'est-à-dire 1 kg par mètre par seconde. 1 kg par mètre par seconde, c'est un poids seuil, c'est-à-dire 1 pascal fois seconde. Pascal fois seconde, c'est ce qu'on appelle ça un poids seuil. C'est l'unité de la viscosité dynamique. D'accord? Donc 10 moins 3, 10 moins 1. Et regardez, l'oxygène, c'est 10 moins 5. L'eau, 10 moins 3. Et ainsi de suite. La viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. Donc ça, c'est la viscosité cinématique, dynamique. Si on divise ceci par ρ, on obtient ce qu'on appelle la viscosité cinématique. Et bien, il s'exprime en quoi? En mètres carrés par seconde. On utilise souvent le Stokes. Comme unité de mesure de la viscosité dynamique. Un Stokes est égal à 10 à la puissance moins 4. C'est égal à 10 à la puissance moins 4 mètres carrés par seconde. 10 à la puissance moins 4 mètres carrés par seconde. Conclusion. Les fluides peuvent être classés en fluide parfait, sans frottement, fluide réel avec frottement, fluide incompressible les liquides et fluide compressible les gaz. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. D'accord? Donc tout ça, il faut le connaître. Maintenant, je vais passer à la partie statique des fluides. La partie statique des fluides, ça veut dire les fluides qui sont au repos. Lorsqu'un fluide est au repos, donc on peut démontrer, donc je vais passer directement à la relation. Vous avez ici, pour pouvoir lire ça,
Je vais passer directement à la relation. Donc ça c'est, je prends une démonstration. Tout ça vous l'avez. Alors tout ça vous l'avez dans le document PDF que je vous ai donné, hein, et que vous avez sur le document PDF que vous avez bien évidemment. Donc tout ça vous avez les démonstrations. Vous pouvez démontrer cette relation. Donc si je prends un liquide, la verticale, deux positions, la position supérieure Z2, la position inférieure Z1, on peut démontrer que la pression ici c'est P1, la pression ici c'est P2, on peut montrer que P1 moins P2 il est proportionnel à Z2 moins Z1. Et c'est quoi le facteur de proportionnalité? C'est le poids volumique, hein. On rappelait que oméga bar c'était quoi? Oméga bar c'était le poids volumique, hein. Oméga bar, vous vous rappelez de ça, oméga bar c'était ça, c'était le poids volumique, c'est-à-dire c'est la masse volumique fois G. C'est la masse volumique fois G. D'accord? Et donc vous remplacez le poids volumique sur ρ fois G fois Z2 moins Z1. Donc ça c'est la relation qu'il faut démontrer, qu'il faut garder pour les exercices, vous allez utiliser ça, mais pour la démontrer, il faut utiliser ça. Vous avez la relation fondamentale de la dynamique, de la statique, la somme des forces égale à 0. Vous écrivez ça, la relation entre la force et la pression, la relation entre la force et la pression, vous obtenez ça. Donc c'est très facile. Alors, donc ça veut dire que D2P sur D2Z est égal à quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est, on peut mettre le moins ici, ça va faire moins Z1 moins Z2. Donc vous allez avoir P1 moins P2 divisé par Z1 moins Z2, c'est la dérivée de P par rapport à D est égal à H, est égal à moins ρ fois G. D'accord? Ou bien D2P est égal à moins ρ G fois D2Z. Donc ça, il s'appelle la relation fondamentale de l'hétérostatique. Donc si on fait l'intégration, on va voir P plus ρ GZ est égal à une constante. Dans l'intégration de cette quantité, on fait l'intégrale ici, l'intégrale de D2P ça va faire P, l'intégrale ici c'est Z plus constante, donc vous allez avoir P plus ρ GZ est égal à une constante. Donc ça c'est l'équation fondamentale de l'hétérostatique à l'état différentiel, sous forme différentielle D2P, D2Z, mais par intégration vous obtenez ça. D'accord? Alors bien évidemment ici, la dérivée de P par rapport à X égale à 0, la dérivée de P par rapport à Y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression ne dépend pas du X, la pression ne dépend pas du Y. Ça veut dire si vous êtes sur un Y constant, X constant ou bien Y constant, la pression est la même. Ça veut dire que la pression ici, elle dépend seulement de Z. Si je suis sur un plan ici, d'accord, ça veut dire que la pression, elle ne dépend seulement que de la verticale. Elle ne dépend pas, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de l'horizontale ici. Si vous déplacez sur l'axe des X comme ça, ou bien sur l'axe des Y, et bien la pression ne change pas. Il va changer seulement si vous déplacez verticalement. Ça veut dire que la pression il est constante sur tout plan horizontal. La pression il est constante sur tout plan horizontal. Il varie seulement. Il varie comment? Ici vous avez quelque chose. ρ G il est positif, moins. Ça veut dire que ça il est négatif. Ça veut dire que la dérivée de P par rapport à Z elle est négative. La dérivée d'une fonction qui est négative, ça veut dire que cette fonction elle est comment? Elle est décroissante. Décroissante, ça veut dire si Z augmente, puis il diminue. Si Z augmente, puis il diminue. Ça on le connaît déjà. La pression, elle augmente avec la profondeur. Si Z diminue, la pression, elle augmente. La pression, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la pression, elle augmente avec la profondeur. Si on descend, si on va vers la profondeur dans un fluide, eh bien la pression, elle va augmenter. Ici, vous avez un exemple. Donc, je prends ici un exemple d'application, un exercice d'application. Déterminer la dénivellation du mercure dans le montage de la figure ci-dessus. Donc ici vous avez un montage, vous avez le fluide numéro 1, un autre fluide, alors ça c'est le fluide eau, bien la densité de l'eau c'est 1, parce que c'est la masse volumique, c'est la masse volumique de référence, et la référence de l'eau c'est 1, c'est ρ de l'eau, donc c'est égal à 1. Ici vous avez un autre fluide, c'est le mercure, ici vous avez un autre fluide, c'est quoi? C'est l'huile. Alors ici on vous donne la densité est égale à 0,92. Alors bien évidemment l'ensemble il est en équilibre, donc c'est l'état statique.
Alors ici, ça c'est la position 1, ça c'est la position 2, c'est la position 3, c'est la position 4. La pression à la position 4 est égale à combien? 16 kPa. La pression à la position 1 est égale à 40 kPa. Ici, on vous donne Z, donc l'axe des Z, c'est la verticale, c'est comme ça. Donc ça, Z3 moins Z2 est égal à grand H. Z4 moins Z3 est égal à 30 cm. Z1 moins Z2 est égal à H, est égal à 20 cm. Et on vous demande de chercher la dénivellation H, quelle est la valeur de H. Ça veut dire qu'il y a la valeur de Z3 moins Z1. Et bien, il suffit d'utiliser cette relation ici. P1 moins P2 est égal à rejet Z2 moins Z1. P1 moins P2 est égal à rejet H Z2 moins Z1. Ou bien moins Z1 moins Z2. D'accord? Donc vous appliquez ceci pour le même fluide, pour deux points du fluide. Ça c'est valable quel que soit le point 1 et le point 2 du fluide. Donc, vous allez dire que le point 1 et le point 2, il appartient à l'eau. Vous leur appliquez cette relation. Donc, P2 moins P1 est égal à rejet de quoi? Z1 moins Z2. C'est quoi Z1 moins Z2? C'est 20 cm, ça veut dire 0,2. Vous dites que le point 2 et le point 3, il appartient au mercure. Et donc, P2 moins P3 est égal à H, ρ de mercure fois H, fois G, fois H, fois Z3 moins Z2. Z3 moins Z2, c'est H. Vous dites que le point 3 et le point 4, il appartient à l'huile. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire P3 est égal à P4 plus ρ de l'huile fois G, Z4 moins Z3. Et Z4 moins Z3, c'est 0,3 mètres. Et voilà. Donc, vous écrivez ça. Vous connaissez P4, c'est égal à 16 kPa. Vous connaissez P1, c'est égal à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à mon avis, vous dites que, alors, il faut trouver quoi? Il faut trouver H. Il faut trouver H. Vous connaissez P1, vous connaissez P4, mais vous ne connaissez pas P3, mais vous ne connaissez pas P2. Alors, à mon avis, vous dites, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire, quoi? Vous pouvez faire, alors, si on fait ça plus ça. Alors, si je fais cette équation, P2 plus P3 est égal à quoi? P2 plus P3 est égal à P3 plus ça, plus P4. Donc, vous allez voir P2 plus P3 est égal à P3 plus ça. Donc, P3, il va se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester P2 est égal à quoi? Est égal à ρ HGGH plus ça. Ensuite, ça c'est P2, ça c'est P2. Donc, ça c'est égal à ça. Et ça vous permet de trouver H. D'accord? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver H, mais on ne connaît pas P2, je ne connais pas P2, je ne connais pas P3. Donc, il faut se débarrasser de P2 et de P3. Alors ici, vous pouvez écrire P2 plus P3 est égal à ça plus ça. Donc, P2 plus P3 est égal à P3 plus ça plus ça. Donc, vous allez simplifier par P3. Il va rester P2 est égal à ça plus P4. Ensuite, ce P2 est égal à ce P2. Donc, cette quantité va être égale à ce que vous avez trouvé ici. Ça vous permet de trouver H. Donc, c'est un exemple d'utilisation de la relation fondamentale de l'hétérostatique. Le théorème de Pascal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un fluide incompressible, en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation de pression en tout autre point. Vous avez un fluide incompressible, vous prenez deux points différents. Si vous exercez une variation de pression ici, il va induire la même variation en un autre point. Delta P1 est égal à delta P2. À l'état initial, vous avez P1 moins P2 est égal à oméga Z2 moins Z1. À l'état final, P1 plus delta P1, P2 plus delta P2 est égal à la même chose. Et bien, vous simplifiez, vous allez trouver que delta P est égal à delta P2. Ce théorème-là s'appelle le théorème de Pascal. Le théorème d'Archimède, le théorème d'Archimède, vous avez ici un dynamomètre, vous lui accrochez une pierre, donc vous le mettez à l'état vertical, il vous donne une valeur d'une force, combien de newtons. Ensuite, vous prenez le dynamomètre avec la pierre, vous le plongez dans de l'eau, et vous allez remarquer que
la pierre elle va monter, ça veut dire la force elle est affaiblie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau il a exercé une force. Et bien cette force que l'eau il a exercée sur la pierre, qui lui a permis de monter vers le haut, il s'appelle la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède c'est quoi? C'est une force exercée par un fluide en équilibre à l'état statique sur tout objet, sur les objets. Donc l'indication du dynamomètre, ça veut dire la force, il diminue lorsque l'on plonge l'eau. Ça veut dire que l'eau, il exerce une force sur la pierre. C'est la poussée d'Archimède, c'est une poussée. Donc la poussée d'Archimède, elle est toujours dirigée vers le haut. Elle est toujours dirigée vers le haut. Donc ici vous avez de force, vous avez le poids de la pierre, c'est M fois G, mais vous avez la poussée d'Archimède, c'est quoi? C'est l'énergie vers le haut. Donc ça vous l'avez déjà vu en terminale lorsque vous êtes au niveau baccalauréat. Donc, alors l'expression, c'est quoi l'expression? L'expression de la poussée d'Archimède. On peut démontrer donc grâce à la somme des forces, le poids plus la poussée d'Archimède est égale à 0. La somme des forces doit être égale à 0. Qui déplace la même intensité, donc on peut démontrer ça. Voilà, donc on peut trouver la relation. Voilà, la poussée d'Archimède, tout ça vous l'avez vu. C'est l'intensité, c'est quoi? C'est l'intensité, c'est la masse volumique des liquides fois le volume du corps fois G. Ça veut dire c'est le poids de la partie déplacée. C'est le poids du liquide déplacé. Le liquide déplacé, c'est quoi? C'est la masse volumique de ce liquide. Et c'est quoi la masse déplacée? C'est la masse du corps. C'est le volume du corps fois G. Vous avez les différents cas. Ici, le poids est plus grand devant la poussée d'Archimède. Ici, ils sont égales. Ici, la poussée d'Archimède est plus grande. Ici, vous avez l'objet, il est complètement immergé. Ici, le corps est partiellement immergé. Alors, vous avez un exercice, donc un exercice d'application. Un exercice d'application. Vous avez un cube de côté A, donc on le place dans le liquide, et il est immergé à une certaine hauteur H. La masse volumique de l'acier, ça c'est l'acier. La masse volumique du mercure, donc il est plongé dans le mercure. Appliquez le théorème d'Archimède, déterminez la hauteur H immergée. Le théorème d'Archimède, qu'est-ce qu'il dit? Que la force exercée par le liquide, par le mercure sur l'acier est égal à ça, est égal à H, est égal à ρ du fluide, ça veut dire ρ2 fois le volume immergé. Le volume immergé c'est quoi? Le volume immergé c'est quoi? C'est A fois H, parce que c'est un cube. On vous dit c'est un cube. Donc c'est A fois H. Donc c'est A au carré fois H. Donc A au carré fois H fois G. Mais là c'est ρ2, c'est la masse volumique des liquides. C'est la masse volumique des liquides. C'est la masse volumique des liquides. D'accord? Déterminer la hauteur H. Bon, ici il suffit d'écrire l'équilibre. L'acier est en équilibre. Donc la force exercée par la Terre est égale à la force exercée par le fluide. La force exercée par la Terre c'est M, c'est toute la masse fois G. La force exercée par le liquide, c'est la poussée d'Archimède qui est donnée par ici. Donc la poussée d'Archimède doit être égale au poids. La poussée d'Archimède doit être égale au poids. La poussée d'Archimède, nous l'avons trouvée, il est là. Le poids, c'est quoi? C'est la masse totale fois G. Et c'est quoi la masse totale? C'est le ρ de celui-là fois le volume de celui-là. Et ρ de celui-là, c'est ρ1. Fois le volume total, c'est quoi? C'est A fois A, c'est à la puissance 3. Donc ça vous permet de trouver donc notre H qui est égal à ρ1 sur ρ2 fois G. On fait l'application, on trouve 28,676 cm. D'accord? Donc voilà, donc j'ai terminé la partie statique
et la partie statique, donc j'étais jusqu'à la passe 29. Voilà, donc la prochaine fois je vais vous présenter la dernière partie qui est la dynamique. Voilà, je vous remercie et à bientôt.